Civitud. Oui, alors c'est une synthèse du rapport d'activité du Civutud. Comme vous le savez, chaque année, je dois faire une synthèse de l'activité du Civutud sur l'année antérieure, donc pour l'année 2016, pour ce qui concerne ce rapport-là. Nous sommes sur des chiffres très ressemblants à ceux de l'année antérieure. En fait, nous avons, pour ce qui concerne les personnes employées par, à l'époque, Transdev, en fait, il y a un marché qui était passé par le Civutud avec Transdev pour cette année, et donc Transdev officiait au nom des transports urbains tiernois. Il employait 17 personnes, avait à sa charge 15 véhicules plus 2 véhicules en sous-traitance. Et l'âge moyen des véhicules était de 13,4 ans. Comme vous le savez, nous avons passé un avenant au marché, le dernier avenant, puisque le Code des marchés publics interdit d'aller très au-delà de 20% du total du marché. Et donc, nous étions restreints, puisque 7 avenants avaient été passés jusque-là. Et donc, nous avions été obligés d'avoir un avenant assez restreint et donc de restreindre aussi les possibilités des transports. Et donc, nous avions accepté une demande qui nous avait été faite par Transdev de ne pas renouveler les véhicules et de les faire vieillir d'une année de plus. Donc, dans le marché qui était passé, nous avions la possibilité d'aller jusqu'à 12,5 et donc nous avons des véhicules qui étaient de 13,4 ans cette année. L'offre kilométrique était grosso modo la même que l'année antérieure, 232 000, un peu plus de 232 000 kilomètres parcourus. Et nous avons, comme l'année antérieure, une progression de la vente des tickets unitaires et aussi une progression du nombre total des voyages. Alors, nous sommes là sur on va dire des paliers. Nous sentons que les efforts qui ont été entrepris, voici maintenant près de 3 ans, touche, la dynamique qui avait été enclenchée est toujours là, mais enfin on sent quand même que c'est plus aussi vigoureux que la première année, et nous attendons la deuxième phase qui doit être prise en charge sur une échelle plus vaste, comme je vous l'ai expliqué. Simplement revenir légèrement sur ce point, nous pressentons que l'échelle plus vaste sera au moins celle de la communauté de communes. Or, la communauté de communes vient juste de prendre en charge l'ensemble de l'unification de 4 communautés de communes, a eu des difficultés du fait de cette prise en charge, puisque nous avons des compétences très différentes suivant les communautés de communes, et donc il ne semblait pas opportun d'engager dès maintenant en fait une compétence nouvelle sur les transports au vu des difficultés déjà existantes pour la communauté de communes. Nous avons une forte progression des transports à la demande, 51%. Alors ça a l'air comme ça énorme. En fait, ils sont encore malgré tout assez peu utilisés, et donc il suffit parfois de quelques personnes qui l'utilisent d'un seul coup pour faire basculer et faire augmenter fortement ces chiffres. Alors nous avions inscrit dans le journal, nous avions rappelé que ce service existait, donc c'est pourquoi nous avons une augmentation, mais nous avons à faire connaître ce service encore plus. Pour ce qui est du financement, nous avons des chiffres en pourcentage exactement les mêmes que l'année antérieure, c'est-à-dire que la participation des usagers, comme souvent pour les transports en commun, est très faible, puisqu'elle est de 7%. La participation du conseil départemental de 14%, de l'État de 26% et des 2 communes, donc 2 tiers de 45% et de Péchadoire de 8%. Donc sur des chiffres qui n'ont pas changé par rapport à l'année antérieure. Pour ce qui est du compte administratif, les dépenses engagées par le Civutud sont de 985 092 € et les recettes sont de 970 684 €. Il avait été décidé de ne pas augmenter la part des 2 villes, Thiers et Péchadoire, donc nous sommes sur une augmentation de 0%, et nous avons donc un excédent reporté de 56 315,07 €. Alors,
il est apparu au cours de l'année antérieure que nous avons eu des difficultés de trésorerie et jusqu'à maintenant la trésorerie a été portée simplement par la ville de Thiers, ce qui n'était pas forcément son rôle, et donc il a été décidé pour l'année en cours d'avoir une ligne de trésorerie propre au Civutut. J'ai fini, monsieur le maire. Oui, j'aurais une petite remarque. Je voulais savoir, donc, le contrat va arriver à l'échéance en fin d'année. Et donc, vos projets pour 2018, appel d'offres, sur le même système, parce que vous parliez que Thiers Doré Montagne, c'était pas pour tout de suite. Est-ce que vous voulez repartir sur un nouveau contrat, dans les mêmes conditions? Alors, c'est une chose, oui, merci de me faire préciser ce point. En fait, le contrat, le marché était passé au 31 août de l'an dernier, et donc l'avenant a été mis en place jusqu'au 6 juillet de cette année. Et il y a eu un marché qui a été passé avec un changement de prestataire, puisque nous sommes passés de Transdev à Keolis. Et donc, depuis le 6 juillet de cette année, c'est Keolis qui s'occupe des lignes de tiers. En fait, c'est un peu, on va dire, un marché transitoire, puisque le Code des marchés publics ne nous permettait pas de faire un autre avenant. C'est un marché transitoire en attendant que soit pris en charge par la suite la compétence mobilité sur une échelle plus vaste. Donc nous avons un marché d'1 an. Et ce marché d'1 an a été proposé à Keolis pour des raisons financières, puisque nous avons gagné, par rapport à ce qui était proposé par Transdev, de 100 à 200 000 euros. D'accord, donc c'est acté que Thiers Doré Montagne va prendre la compétence transport en 2018 alors? L'idée est celle-là, effectivement, c'est-à-dire un transfert de compétences. Après, ce qui est tout à fait clair, c'est que le calendrier à ce stade est encore incertain. Beaucoup plus incertain que nous ne l'imaginions au début. Ça a été prolongé d'1 an. Le temps de voir si au niveau TDM, la compétence mobilité était reprise, soit en intégralité sur les 30 communes de TDM ou sur des communes, voilà, voire même plus large que TDM. Oui, pardon, donc, je crois que j'ai pas bien compris. Le contrat avec Transdev s'arrêtait en juillet 2016, c'est-à-dire il y a 1 an. 2017. Oui et non, enfin alors, le 31 août 2016, le marché venait à terme. Voilà. Il y a eu un avenant avec Transdev jusqu'au 6 juillet de cette année, 2017. D'accord. Et au 6 juillet 2017, donc, il y a eu un marché qui a été passé au cours de l'année 2017. Un appel d'offres avant. Un appel d'offres. Et donc, l'entreprise Keolis a été retenue principalement pour des raisons financières. Techniquement, c'était 2 offres qui étaient relativement semblables. Mais ont répondu Transdev et Keolis. D'accord. Et donc Transdev, Keolis, c'est mieux positionné en prix, etc. Oui. C'est ce qui nous a été indiqué par le cabinet d'études que l'on avait retenu pour la mise en place de ce marché. Peut-être Transdev ne s'imaginait-il pas qu'il y aurait un concurrent, parce qu'en fait un marché d'1 an, c'est très peu en transport. Parce que le temps d'amortir des véhicules, c'est pas 1 an, c'est plus. Et en général, ce sont des marchés, on va dire, de 5 à 10 ans. Et donc, peut-être se sont-ils un peu endormis sur leur laurier. Voilà. Donc, il y a eu un marché d'1 an, dérogatoire à Transdev, puis maintenant un marché dérogatoire d'1 an à Keolis. C'est ça? C'est un marché qui n'est pas dérogatoire. Enfin, bon, il est que pour 1 an. Transitoire, mais pas d'un point de vue juridique. Voilà. Dans un cas, on a un avenant, dans l'autre cas, c'est un vrai marché. Mais il n'est pas dérogatoire. Mais le marché de Keolis, normalement, est parti pour 6 ans. Non, il est parti pour 1 an. Pas du tout. Ah non. Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau appel d'offres qui va se faire. Voilà. Le problème, c'est que pour l'instant, on est sur une échelle Péchadoire-Thiers. Oui. Et l'idée, c'est par la suite d'avoir une offre de transport, de mobilité plus exactement, qui dépasse Péchadoire et Thiers. On est d'accord. Donc on ne voulait pas s'engager
sachant que dans quelques temps, nous aurions un autre marché. Oui, mais ça veut dire qu'en juillet 2018, il faut qu'ils repartent sur des bases avec une vision de 6 ans au moins. Enfin, on est d'accord. Mais ça veut dire que l'appel d'offres, c'est maintenant qu'il faut le lancer. C'est maintenant. Donc on relance un appel d'offres un an après, et pour le même périmètre, parce que TDM ne va pas dire banco dans les 3 mois qui viennent. C'est une forte probabilité. Voilà. Ah oui, c'est évident. Non mais on est d'accord, mais pour un démarrage en juillet 2018, enfin pour connaître un peu la musique, et faire les calculs prévisionnels, etc., et savoir ce que ça va coûter aux autres communes, parce que c'est surtout ça. Pour répondre un peu à votre question, on imaginait qu'en mettant un an ferme, on mettait de la pression sur nos amis, et ça n'a pas été le cas. Donc ça a été, je pense qu'on aurait mieux fait de mettre un an plus un an, au moins. Sur le SIEG, nous avons voté il n'y a pas très longtemps les changements de statut du SIEG 63. Comme je vous l'avais expliqué, en fait, le SIEG est un syndicat pour l'énergie du Puy-de-Dôme. En fait, a modifié fortement ses statuts en créant des secteurs intercommunaux d'énergie. C'est-à-dire que là où les délégués, jusqu'à maintenant, les délégués désignés par les municipalités siégeaient directement au comité syndical jusqu'à maintenant, ça va se passer en 2 phases. Première phase, une élection de délégués aux syndicats intercommunaux qui ne représentent pas la communauté de communes, même si c'est le même périmètre, c'est-à-dire que chaque commune aura un certain nombre de délégués, en l'occurrence un délégué titulaire et un suppléant par tranche de 33 000 habitants. Et une fois que ces secteurs ces délégués de secteur seront désignés, eux-mêmes vont désigner des délégués au comité syndical à raison d'un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de 6 000 habitants. Alors, l'idée, c'est que déjà le SIEG a, parmi ses membres, la communauté urbaine de Clermont, donc elle a été obligée de modifier ses statuts. Et en plus, il y avait un problème de quorum, parce que c'est vrai que c'était difficile de faire venir l'ensemble des délégués des municipalités à l'ensemble des réunions. Donc il semblait opportun de réduire le nombre de délégués et d'un autre côté de rapprocher un peu le SIEG des territoires, et donc la création de ces secteurs intercommunaux. Il y aura une réunion annuelle expliquant la politique du SIEG au sein de ces secteurs et regardant un peu plus les problèmes de ce secteur lors de cette réunion. Et donc, il est proposé, pour ce qui nous concerne, d'élire 4 représentants et 4 suppléants. Et jusqu'à maintenant, nous avions comme représentants Nicole Giry, Thierry Barthélémy, Denis Guérin, titulaire, et comme suppléant Marie-Noël Bonnard, Jean-Pierre Mouchardia et Yves Paulez. Ce qui signifie que si nous repartons sur les mêmes bases, il faudrait désigner 2 autres personnes, un titulaire et un suppléant. Et il était proposé que le titulaire ce soit moi-même et que l'opposition désigne un suppléant. Est-ce que vous avez un nom? Benoît? Comme ça évite de réélire, donc on reste sur les 3 titulaires et les 3 suppléants, et on rajoute Benoît et Stéphane en membres titulaires et en membres suppléants. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Cocon 63. Là aussi, c'est un programme qui avait déjà été engagé avec une opération Cocon 63-1. Il s'agit en fait de permettre l'isolation des combles et ainsi d'économiser de l'énergie.
Or, comme vous le savez, nous sommes retenus comme territoire TEPCV, donc territoire énergie positive pour la croissance verte, et donc le but c'est d'être vertueux, et nous proposons là aussi, donc c'est une opération qui est dirigée par le conseil départemental, et il s'agit d'étendre la mesure qui avait déjà été prise à la mairie, l'école maternelle des Garniers, l'école primaire des Garniers, l'école du Faux, l'école de la Vidalie, la maison des associations, le local TAP et le service culturel. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? C'est dans la continuité de ce qu'on a annoncé. Merci. Toujours Stéphane. Sur la Fédération nationale des collectivités. L'adhésion. Alors, il s'agit d'une adhésion à une fédération nationale des collectivités concédantes et régies. En fait, il s'agit de préparer, entre autres, la sortie du contrat avec la SOR pour ce qui concerne l'eau et l'assainissement. Et donc, nous souhaitons nous entourer de conseils juridiques et c'est pour ça que nous souhaitons adhérer à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Alors, peut-être dire aussi, et ce sera voté lors du conseil communautaire de ce jeudi, normalement, si j'ai bien compris, qu'il devrait y avoir une étude plus vaste au niveau de la communauté de communes. Pour donner le calendrier, en fait, le marché avec la SOR prend fin au 31 décembre 2019 et la compétence eau et assainissement devrait passer à la communauté de communes d'une manière obligatoire au 1er janvier 2020. Donc vous voyez que le calendrier est forcément lié entre ce qui est d'un côté la sortie du marché avec la SOR et de l'autre ce que l'on va devoir créer au niveau de la communauté de communes. Donc nous avons eu des réunions avec les services de la communauté de communes et il a été plus ou moins décidé une étude assez vaste sur l'ensemble du périmètre de la communauté de communes pour savoir ce qu'il va se passer pour ce qui concerne l'eau et l'assainissement au 1er janvier 2020. Sachant que des bruits courts assez récurrents d'une possibilité de modification de la loi. Et donc, bien évidemment, il se pourrait que la compétence eau et assainissement reste aux municipalités au 1er janvier 2020. Donc ce qui a été proposé, c'est que dans l'étude, on étudie à la fois la possibilité de rester, parce qu'en fait il nous reste pratiquement 2 ans et demi, il reste très peu de temps en fait pour mettre en place quelque chose, dès lors que ça demande quand même un vaste effort, il faut connaître l'ensemble des réseaux sur l'ensemble des communes, etc. etc. Et donc, ce qui a été proposé, c'est qu'il y ait une vaste étude avec 2 possibilités, qu'effectivement soit mise en place la compétence sur Tiers d'Or-Montagne, auquel cas c'est Tiers d'Or-Montagne qui portera le projet à l'horizon 2020, et si la loi devait être changée, que dans l'étude soit quand même intégrée la possibilité de passer du marché actuel à autre chose à l'horizon 2020 pour la ville de Thiers. Donc en fait, ça sera dans le marché qui sera passé. Il y aura certainement un système de marché avec option, puisque dans un premier temps, c'est simplement une évaluation de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, et par la suite, ce sera véritablement rentrer dans le dur et savoir ce que l'on veut mettre en place. Thierry ? Oui, une première remarque, c'est de se rendre compte que cette adhésion à cet organisme qui est là pour aider, accompagner et donner des conseils, j'imagine, vous savez déjà la réponse du conseil, puisque vous voulez déjà, à tout prix, à coup sûr, faire de la régie. Voilà, donc c'est même pas besoin de demander d'études, puisque vous avez la réponse. Petit 1. Petit 2, on est sur... Alors que rien ne prédispose, ne peut dire à l'avance que ce sera plus avantageux ou moins avantageux pour les tiers. On ne le sait pas. Peut-être que oui,
Ça arrive des fois, nous on l'a pu le voir, et peut-être que non des fois. Tout dépend du contexte, tout dépend de la complexité de la mise en œuvre de ces sujets qui sont compliqués, où il faut des ingénieurs spécialisés pointus, mais pas à temps plein, parce que forcément on ne peut pas les utiliser à temps plein, mais peut-être à 10%, à 15%, etc. etc. Et voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent, et simplement je dis prudence. Prenez le temps, prenez conseil, c'est une bonne chose à mon avis d'adhérer à cette organisation, mais ne dites pas à l'avance quel va être le résultat, parce que sinon c'est pas la peine de faire des études et puis c'est réglé. Et la deuxième question, qui est un petit peu une question de calendrier. Alors c'est vrai que ça se télescope aussi avec la communauté de communes, hein, avec ce projet qui à mon avis n'était pas une bonne idée d'imposer et de tout transférer aux communautés de communes, parce que la logique de l'eau et de l'assainissement n'a rien à voir avec un bassin d'emploi, avec un bassin économique ou d'habitation, mais a surtout à voir avec la topographie. Et quand il y a des bassins qui vont dans un autre sens et que ça rejoint principalement, je dis n'importe quoi, Noala ou je sais pas qui, ou de l'autre côté on se retrouve coincé avec Saint-Rémy-sur-du-Rhôle, et que aujourd'hui les solutions qui se sont mises en place avec pragmatisme depuis des décennies, à mon avis, ont beaucoup plus de sens que dire voilà, il y a un périmètre maintenant intercommunal, et c'est ça le bon périmètre pour parler de l'eau assainissement. Voilà, je trouve que ça se télescope avec ça. Et puis une autre date, c'est 2020. Donc c'est quand même une décision qui est lourde de conséquences. Alors on a pu voir que ça posait pas de difficulté de faire des marchés de rallonge d'un an, puis d'un autre rallonge d'un an. 2020 est une année décisive en termes des exécutifs municipaux. Est-ce que c'est opportun ou pas de faire un changement aussi lourd à un moment où, voilà, il peut y avoir des consultations populaires qui peuvent dire peut-être des choses dans les urnes. Alors, je vais commencer par la fin, j'irai vers le début, sur le fait que effectivement il y a des logiques de bassin versant pour ce qui concerne l'eau potable. Maintenant il ne faut pas se les exagérer non plus, parce que ces logiques existent aussi sur un périmètre d'une commune. Compétence ne veut pas dire unicité de service. C'est peut-être quelque chose qui semble assez abstrait, mais je vais prendre un exemple très, très concret de la ville de Courpierre. Ville de Courpierre, adhérente à 2 syndicats, avec une régie publique pour une autre partie et des achats d'eau à des communes voisines. Personnellement, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions pour Courpierre, mais ce que je veux dire par là, c'est que la compétence en elle-même ne présage pas a priori de ce qui va se passer au sein du périmètre de Thiers-d'Or-Montagne. J'entends bien que ça peut poser un certain nombre de difficultés. Maintenant, si la loi oblige l'ensemble les communautés de communes à prendre la compétence eau et assainissement, il faut bien voir aussi, c'est que cette compétence était gérée pas forcément de la meilleure des manières au niveau des communes. J'entends par là que effectivement il peut y avoir des gens de très bonne volonté sur les communes très rurales, en particulier des élus qui connaissent très bien leur réseau, un élu très souvent, mais qui gèrent ça comme ils le peuvent, avec les moyens du bord, avec des mélanges entre ce qui est du budget général avec le budget eau et assainissement, parce que pour les communes de moins de 2000 habitants, ce n'est pas une obligation d'avoir des budgets aussi séparés, des budgets annexes, comme nous l'avons ici à Thiers, entre le budget général et les budgets annexes. Et surtout, ce que l'on voit, c'est que l'agence de l'eau est beaucoup plus exigeante, enfin la police de l'eau, pardon, est beaucoup plus exigeante vis-à-vis d'une commune comme Thiers qu'elle ne l'est vis-à-vis des communes rurales, justement parce qu'elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas atteindre des qualités, des normes de qualité que nous devons atteindre nous. Alors, j'entends effectivement la remarque qui nous est faite sur certaines parties du territoire. Des syndicats se sont créés qui répondent très bien à ce pourquoi ils ont été créés. Maintenant, je pense que si la loi est allée un peu plus loin, c'est surtout pour cette raison de qualité sur l'ensemble du territoire. Sachant en plus que nous avons
des difficultés à 50, 100 ans, puisque contrairement à ce que l'on imagine, on est sur une région où nous avons beaucoup d'eau, et l'eau va devenir de plus en plus rare. On a déjà des études qui ont été faites pour le contrat territorial d'Oraval, donc la partie qui représente grosso modo la communauté de communes Tiers d'Or-Montagne. Et ce que l'on voit, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir de grosses difficultés lors des périodes d'étiage. Donc ça, déjà, il faut le prendre en compte dès maintenant. Et on peut imaginer qu'il vaut mieux une structure un peu importante pour porter ces changements qui sont déjà à l'œuvre et les mettre en place dès maintenant. Pour la première partie de la question, effectivement, ce n'est pas une nouvelle. La liste à laquelle j'appartiens a proposé de passer en régie publique l'eau et l'assainissement. C'est pour des raisons, on va dire, de philosophie politique. Nous ne considérons pas l'eau comme un bien comme un autre. Pour nous, c'est un bien commun. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on ne laisse pas ce bien aux marchands d'eau. Alors, évidemment, c'est des débats qui traversent la société. Mais derrière tout ça, ça veut dire que si on laisse l'eau à des entreprises, elles peuvent faire des profits dessus, alors que c'est un bien qui est, comme je viens de le rappeler, de plus en plus rare. Rare pas simplement d'un point de vue qualité, mais aussi en point de vue quantité. Et donc, on laisse ça dans les mains d'entreprises qui vont faire des profits dessus. Et de l'autre côté, l'eau, c'est quelque chose qui définit l'humanité de l'homme. C'est-à-dire que sans eau, on ne peut pas vivre. C'est-à-dire que là, on tient véritablement les deux bouts. Et là, c'est une réflexion qui va au-delà simplement de la définition de si on gagne de l'argent ou on en perd. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire, de mon point de vue, j'entends tout à fait qu'on soit en désaccord là-dessus, mais de mon point de vue, c'est vraiment marqué d'un point de vue philosophique une différence entre ce qu'est l'eau et ce qu'est un paquet de savon ou autre chose. Voilà. Si je peux juste réagir 2 secondes. La philosophie, moi, je n'ai rien contre, c'est bien. Mais après, pas n'importe quel coût. Je veux dire que si la régie est 10% plus chère que ce que coûte le prestataire le méchant prestataire qui fait des profits, ça veut dire qu'il vit, il paye ses salariés, éventuellement il fait des bénéfices et c'est possible pour réinvestir ou pour voilà. Mais s'il y a 10% plus cher, c'est pas grave. On continue, on fera en régie. Si c'est 20% plus cher, on fera en régie. Si c'est 30% plus cher, on continue. Voilà. Il y a quand même des limites. Je veux dire, après, un transport d'un élève qui va à l'école, pour moi, c'est aussi important que l'eau qu'on boit au robinet, etc. Donc, pour la même raison, il faut passer en régie les transports en commun, et puis tout le reste. Je veux dire, il n'y a pas de limite à ça, quoi. Je pense que c'est du dogmatisme, et c'est dommage parce que je suis sûr que vous avez une ouverture d'esprit autre que ça. Et je veux dire que de mettre les éléments sur la table, ça ne coûte rien. Ça permet juste de voir comment on se situe. Et je pense qu'on n'a pas le droit de faire payer plus cher qu'elle ne devrait l'être l'eau des Tiernois aux Tiernois. Voilà. Après, c'est effectivement, si on est dans de la, j'appelle pas ça de la philosophie, moi j'appelle ça du dogme. Franchement, c'est une donnée qui, par définition, c'est en régie, donc c'est moins cher. Ça peut arriver, on l'a constaté nous-mêmes. Le balayage, par exemple, mécanique des rues, on avait la solution de filer ça à Veolia ou je ne sais qui. On a fait un calcul, on s'est rendu compte que non, c'était pas rentable, ça coûtait plus cher aux Tiernois de le faire en régie. De le faire par une entreprise privée. Et bien on l'a fait en régie. Voilà. Mais il ne faut pas avoir une règle unique. Il faut du pragmatisme dans l'intérêt de tout le monde et des Tiernois. C'est bien en pensant à l'intérêt des Tiernois et au-delà que nous proposons une régie pour l'eau et l'assainissement. Évidemment, si nous multiplions le coût de l'eau par 2, la question serait sur la table. Et de fait, quand on dit régie, il faut bien voir de quoi nous voulons parler. La régie, ça ne veut pas dire que l'établissement public va tout faire. Il va y avoir des marchés sur les choses que l'on ne sait pas faire, effectivement.
nous avons besoin d'ingénieurs, nous n'aurons pas forcément la force d'avoir un ingénieur si nous sommes sur le périmètre de tiers stricto sensu. Et c'est pour ça que même si la loi change, moi je lutte pour que la compétence soit prise en charge par TDM. Pour la raison bien simple, c'est que à 12 000 habitants, nous ne faisons pas la même chose que lorsque nous sommes 36 000 habitants. Et donc, effectivement, nous pouvons nous permettre, à 36 000 habitants, d'avoir une force de frappe technique de meilleure qualité que si nous sommes simplement sur le périmètre de tiers. Un dernier point quand même, et ça ce sont des chiffres, vous me parlez d'entreprises, je sais pas, méchantes, je me souviens plus le terme que vous avez utilisé. C'est pas du tout mon propos. C'est pas en termes de méchant ou gentil. Ce que je veux dire, c'est que les profits financiers qui ont été tirés de l'eau et versés aux actionnaires, et pas du tout pour verser sur des investissements, c'est de l'argent qui n'est pas utilisé au service de l'eau. Donc très clairement, un régime de ce type est plus cher qu'un régime public. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'argent qui est tiré du prélèvement eau et assainissement qui sont versés à des actionnaires privés. Dans un système de régie, vous n'aurez pas ça. Mais, oui, et je donnerai juste un exemple qui remonte à l'appel d'offres que nous avions fait il y a 6 ans, je ne sais plus, 7 ans. On avait la Lyonnaise des Eaux, il y avait Veolia, il y avait la SOR, et il y avait la CEMERAP. La CEMERAP, c'est de la régie. C'est un syndicat de communes, etc., vers Orion, etc. La CEMERAP était juste 50% plus cher que le plus cher des 3 autres. Voilà, donc c'est juste pour dire, et c'était géré avec des fonctionnaires territoriaux, hein, voilà. Alors pourquoi 50% plus cher que les 3 autres prestataires? Et au passage, on a pu faire baisser le prix de l'eau de 10% pour les Tiernois. Ça, ils l'ont compris, tout en permettant sûrement à la SOR de réinvestir, parce qu'ils investissent, quand ils font des résultats, ils investissent, il y a du matériel. Et puis aussi, sûrement, rémunérer des actionnaires qui à un moment donné, ont pris des risques pour mettre leur capital là-dedans. Et c'est normal. Et les salariés, avec les distributions d'intéressement ou de participation au résultat. Voilà. Mais pas de dogmatisme, c'est tout, c'est tout. Non, mais je rappelle quand même que la SOR perd 600 000 euros par an sur les 2 contrats. C'est au détriment du service, ils perdent pendant quelques années. Non, c'est au détriment des actionnaires. Oui, juste pour compléter ce que disait Stéphane, sur le périmètre, quand M. Desglands vous disiez que le périmètre TDM était pas très pertinent, vous préfériez l'échelle communale. Juste pour, voilà. Non, plus l'échelle sera grande, mieux c'est. Tout simplement pour le prix. Aujourd'hui, on paye le même kilowattheure qu'on habite Paris, Thiers, hein, et ce qui n'est pas normal, il faut qu'on arrive à terme, 10 ans, 20 ans, 30 ans, que le prix de l'eau soit le même. Je veux dire, et plus on, voilà. Ce qui est sûr que si on travaille à une échelle supérieure, commencer par TDM, voire plus, l'eau, de fait, le prix va se lisser. On a 10-12 ans pour lisser. C'est pas normal qu'on paye aussi 1,50 € à tiers et qu'on paye 50 centimes à 30 km. Et sur de l'eau. Donc voilà, c'était juste pour compléter un peu la démarche. Sur les différentiels de prix de l'eau, ça, vous avez raison, il y a un vrai problème. Voilà. Parce qu'on a des petites communes, on l'a souvent entendu dire ça. Oui, moi je ne viens pas m'installer à Thiers parce que, oh là là, les impôts, et puis l'eau, elle est trop chère. Certes, mais ça vient de la loi qui dit les communes qui avaient plus de, je ne sais plus combien, 5 ou 10 000 habitants, devaient se plier à des normes incroyables, et les autres, rien du tout. Donc, c'est ça qu'il faut réformer. Mais pour le réformer... La loi NOTRe va doucement réformer tout ça. Elle nous oblige à 10, 15... oui, mais c'est... Non, mais voilà. Je pense que ça partait pas d'une mauvaise intention de dire je confie tout ça à une grosse structure. Mais malheureusement,
dans la mesure où les grosses structures, c'est pas facile à faire fonctionner, il faut trouver les bons recrutements. S'il n'y a pas pléthore dans la fonction publique pour certains postes pointus techniques de management et pointus là-dedans, eh bien, je ne suis pas du tout certain que des choses qui se passaient d'une manière assez pragmatique, par souvent des élus, c'est vrai, et puis quelques techniciens aussi, hein, et qui donnaient un résultat concret, ça va aller dans le meilleur sens. Par contre, qu'on trouve des solutions, peut-être via l'Interco, pour apporter des compléments de savoir-faire là où il y a des manquements, ça c'est possible, mais sans forcément que ça devienne une gestion unique et rentrant par la communauté de communes. J'en suis à peu près persuadé. Donc là, la réflexion, elle va être engagée au niveau de la communauté de communes. Dans l'étude, hein, dans le travail qui va être fait au niveau TDM, on va intégrer la réflexion par rapport à la ville de Thiers. On en tirera des conclusions. On se retrouvera d'ici un an, nous aurons l'ensemble des conclusions, des chiffres, et puis on aura l'occasion de relancer le débat par rapport à tout ça. Dernière intervention là-dessus, et après c'est terminé. Madame Malochet, vous avez 30 secondes. Une toute petite réflexion, c'est de dire que la SOR ou Veolia ou toutes ces sociétés, ou la Générale des Eaux, elles ne vendent pas de l'eau, elles vendent du service, elles vendent des choses, du traitement de l'eau. Quand vous dites l'eau appartient à tout le monde, ces sociétés ne nous vendent pas de l'eau. Bien. Tu as 30 secondes aussi, Stéphane. Très rapidement. En fait, parce que c'est tellement passionnant, c'est qu'il nous faut du temps pour discuter de tout ça. Vous avez à la fois raison et à la fois tort. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est du service, mais c'est du service qui est en fait, il y a un prélèvement par mètre cube. Et donc, une société privée a intérêt à vendre le plus. C'est pour ça, enfin, là j'ai peu développé, mais en fait, derrière tout ça, en fait, une société privée a intérêt à vendre le plus de mètres cubes possible. Nous, en tant que collectivité, au vu de la rareté de l'eau, nous avons intérêt à ce qu'il y ait de moins en moins d'eau vendue. Non, mais enfin, là, il y a des études qui ont été faites. Et les sociétés privées poussent à la vente de l'eau, poussent à des investissements important pour ce qui concerne le traitement de l'eau, précisément parce qu'ils y ont intérêt. Et c'est un intérêt qu'on perd de vue et que les propres agents qui travaillent au sein de ces entreprises perdent de vue parce que c'est quelque chose qui est habituel. Donc on ne réfléchit même plus sur le fait qu'il faille mettre en place des traitements d'eau poussés, etc., etc. En fait, il y a beaucoup plus intérêt à essayer de polluer moins, etc., pour pouvoir avoir après de l'eau de bonne qualité sans avoir à la traiter. Oui. Moi, juste préciser une chose. Moi, je reçois régulièrement, si ce n'est pas une fois par trimestre, des courriers de ces grandes entreprises que vous dites qu'ils veulent qu'on consomme plus, justement pour nous dire faites attention, prenez une assurance, regardez, vous avez peut-être des fuites dans votre sous-sol, donc à mon avis, ça ne va pas dans le sens de consommer plus. Voilà. Donc, et comme il faut clôturer le débat, eu égard à cette grosse incertitude et cet a priori dogmatique, nous nous abstiendrons sur le sujet, bien qu'on pense qu'il y a un intérêt à adhérer à cet organisme. Parce que je suis sûr que sur le fond, on partage la même chose. Tu es pour le gaspillage de l'eau? Bon, donc on partage la même chose. Bien. Donc, on pourra revenir, parce que le débat va être engagé au niveau de TDM. Donc on aura l'occasion au sein de TDM de redébattre de tout ça. Et on aura l'occasion, peut-être sur des temps spécifiques, pas en 10 minutes en conseil, de discuter de sujets aussi importants. Donc il faudra qu'on prenne le temps, l'année prochaine, lorsque nous aurons tous les éléments, de rediscuter de tout ça. Et donc maintenant on parle culture. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que la discussion à TDM sera aussi ardue. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on parle culture maintenant. Allez. Claude. Convention de partenariat saison culturelle jeune public. La saison culturelle jeune pousse concerne les communes de Thiers, Courpierre, les communautés de communes entre Dore et Allier et Thiers d'Or-Montagne qui ont décidé de s'associer depuis 2 ans pour monter une saison culturelle jeune public. Le travail permet d'éditer une plaquette commune et unique dédiée au jeune public sur le périmètre. La conception a lieu à Thiers en interne.
Le spectacle Swing sera proposé pour le lancement de la saison culturelle jeune public à Courpierre le 7 octobre. Un spectacle mutualisé boîte de nuit sera mis en place sur tout le territoire au mois de février 2018. Tout au long de l'année, des spectacles, lectures, ateliers, expositions, ciné-goûters auront lieu dans les différentes communes. Les objectifs de cette convention sont de rendre plus visible, attractive et plus accessible l'offre culturelle jeune public. Valoriser les événements culturels consacrés au jeune public à l'échelle du bassin. Favoriser la circulation des publics. Mutualiser les frais artistiques, techniques et de communication. Donc le budget est de 16 550 €. Il est pris en charge par la ville de Thiers, les communes ou communautés de communes qui participent et sera complété par une demande de subvention de 4 500 € auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est en fait sur le même budget que l'année dernière. Il est demandé au conseil municipal de valider cette convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, les archives, toujours les archives, Claude. Dépôt d'archives. Mesdames de Vérac et Cartier et Monsieur Dufaux ont souhaité déposer un lot de documents aux archives municipales de la ville de Thiers. Il s'agit de documents familiaux, des correspondances commerciales datant du XVIIIe siècle et documents relatifs à la maison des Béraud. Il est demandé au conseil d'accepter ce dépôt et autoriser le maire à signer le contrat correspondant. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Cinéma, on reste dans la culture, cinéma. Alors, dans un contexte national morose pour la fréquentation des salles de cinéma et l'arrivée d'un nouveau multiplex cinématographique de 12 salles sur Clermont-Ferrand, engendrant des délais plus longs pour la circulation des films, l'association Thiers Cinéma enregistre une légère baisse de ses entrées sur la période de l'année en cours, qui ne lui permettra pas d'atteindre son objectif annuel de 25 000 entrées. C'est pourquoi, afin d'équilibrer son budget en fin d'exercice, elle sollicite une subvention exceptionnelle de 4 000 €, complétant l'aide communale annuelle de 60 000 € décidée par le conseil municipal en sa séance de mars 2017. Le conseil municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 4 000 € à l'association Thiers Cinéma. Y a-t-il des... Claude, tu veux? Je vais compléter parce que on l'a tourné d'une certaine façon. Là, les chiffres que j'ai qui datent de la semaine dernière, on est à 2017, excusez-moi, 14 593 entrées. On était à 14 607 à la même date, c'est-à-dire qu'on perd 14 entrées. Donc il y a une baisse effective de recettes. Pourquoi? Parce qu'on a plus de scolaires. On a un ticket moyen qui est passé de 5,18 à 5,05. Donc c'est qu'une question en fait du public qui vient fréquenter le cinéma. On a maintenu les places à 4 € et on a également proposé dans le cadre du CCAS un pack culturel avec des places de cinéma qui sont facturées 4 €. Voilà. Donc le public est toujours là puisqu'on maintient les entrées. Par contre, on a un panier moyen qui est légèrement plus faible. Voilà. Donc c'est pas lié au multiplex alors? Non. Il y a forcément de l'impact quand vous avez des cinémas qui se construisent aux portes de Clermont-Ferrand et vous avez un certain public qui aurait tendance à se déplacer et aller. Il y a toujours un impact. Mais le fait que Thiers malgré tout maintienne son nombre d'entrées, c'est plutôt bien. Oui. Donc vous allez être obligé de revoir votre subvention de l'année prochaine. Ou sauf un film, un blockbuster et on fait 2000 entrées. Ça, on est dépendant aussi de la fréquentation et des films. Oui, j'ai juste deux questions. Depuis combien d'années, oui, Claude, depuis combien d'années les tarifs n'ont pas été augmentés? Pardon? Ça fait un moment et on a même... Enfin, nous, on a préféré geler les tarifs et l'histoire du 4 €, on pense que c'est plutôt significatif et important pour les Thiernois. Donc, c'est le double à Clermont. Hein, oui, c'est très cher. Enfin, entre le double et la moitié, pas de temps en temps, un tout petit coup de pouce, ça ne fait pas de mal au tarif. Après, on est sur un confort différent à Clermont-Ferrand. Voilà, et c'était ma deuxième question. Pardon? Oui, enfin bon, ouais. Enfin, et deuxièmement, quand est-ce qu'il est prévu de changer les sièges?
avant Noël. C'est vrai. Oui. Dans les 3 salles? Une. Laquelle? Laquelle? Non, c'est prévu, l'appel d'offres a été lancé. Laquelle salle? C'est en cours. La petite salle ou la grande salle? La grande. Ah, c'est bien ça. Mais les petites aussi, il faut le faire. Hein. Ça viendra, mais par étapes. Mais bon, c'est gentil. Merci. Donc, si tout va bien, il faut augmenter les prix quand on change les sièges. la fin d'année, la grande salle aura de nouveaux fauteuils. Et nous ne jetterons pas les anciens. Hein, il y en a une partie qui passera au rebut parce qu'on n'aura pas le choix. Mais ce que nous allons pouvoir récupérer, on va le réinvestir sur espace pour. Voilà, il y a des besoins aussi sur espace en termes de fauteuils. Non, mais il y a des endroits à espace où il n'y a pas du tout de fauteuil. Toi, c'est éventuellement. Ce qui est dommage, c'est bien beau d'avoir des sièges tout neufs, mais bon, moi je suis obligé d'aller à Clermont toujours, donc il faudra penser à ça aussi. Bien, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci.